ouvre tout de suite notre second débat de société. Vous le savez, le plus souvent possible, on choisit de le décaler de l'actualité du jour. Il concerne le RSA, le revenu de solidarité active. Faut-il le conditionner à 15 ou 20 heures hebdomadaires d'insertion? C'est ce que le gouvernement veut mettre en place et teste dans 18 départements. Reportage dans l'Aisne, tout de suite avec Jonathan Dupriez. Laon, préfecture du département de l'Aisne. Derrière ces murs, des allocataires du RSA. Parmi eux, Chan, 27 ans, espère sortir de la galère. Malgré des expériences en tant que préparateur de commandes en grande surface, le jeune homme touche le RSA depuis 1 an, 600 € par mois environ. Il n'est pas loin de retrouver le chemin de l'emploi, à un détail près. Ce qu'on m'a proposé, mais c'était peut-être à 10 km d'ici, que mon profil était intéressant, mais c'est dommage que je n'avais pas le permis. Donc je pense que c'est vraiment le permis qui coince. Sylvie, sa référente, va l'aider à trouver un moyen de le financer. Sur 4 mois, à raison d'1 fois par semaine, cette conseillère aiguille les allocataires du RSA vers un projet personnalisé et tente de leur donner confiance en eux. L'inconnu fait peur, déjà. Donc moi, je suis là aussi pour dédramatiser, les rassurer, leur dire que les choses sont possibles et positiver, bien évidemment. Cette réunion s'intègre au dispositif de RSA rénové que le gouvernement teste dans 18 départements pilotes. Pour le mettre en œuvre, l'Aisne a perçu 1 million d'euros de l'État, des moyens pour recruter 20 nouveaux accompagnants et ainsi assurer l'encadrement des 15 à 20 heures d'activité hebdomadaire qui conditionneront l'obtention de cette allocation. Mais dans l'Aisne, le projet gouvernemental n'est pas une révolution. Il permet seulement d'améliorer un dispositif existant depuis 2019 et qui a déjà fait ses preuves. Nous avions un peu plus de 18 000 foyers allocataires du RSA en 2020. Aujourd'hui, en 2023, nous avons passé sous la barre des 16 000. Nous sommes à 15 900 et quelques personnes allocataires du RSA. Comme quoi les résultats arrivent, ça commence à porter du fruit. Il faut être patient parce que ce n'est jamais simple, c'est jamais facile. Et nous espérons vraiment que l'expérimentation RSA rénovée que nous voulions absolument faire nous aide encore plus et accompagne vraiment les personnes les plus démunies. Pourtant, ce nouveau RSA suscite inquiétude et scepticisme dans l'opinion. De nombreuses voix redoutent un sous-financement chronique de l'accompagnement, mais aussi les éventuelles sanctions envers les allocataires qui ne se soumettraient pas aux 15 à 20 heures d'activité hebdomadaire. Je crois qu'il faut vraiment démystifier. En fait, la sanction, malheureusement, elle existe depuis toujours, enfin en tout cas depuis la création du RSA. La sanction, c'est toujours un échec. En réalité, c'est que nous ne sommes pas parvenus à un accompagnement suffisamment personnalisé. Donc en réalité, les 15 à 20 heures, ça ne veut pas dire non plus que systématiquement, on va obliger à avoir 15 à 20 heures d'activité, quelle qu'elle soit. L'idée, c'est d'avoir un accompagnement qui soit le plus personnalisé possible. L'Aisne attend beaucoup du nouveau dispositif de RSA. Le département, l'un des plus pauvres de France, dépense chaque année 110 millions d'euros pour financer cette allocation. Faut-il conditionner le versement du RSA au suivi d'un programme de 15 à 20 heures d'insertion? On en débat tout de suite avec Thibaut Guilhuy. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes haut-commissaire à l'emploi, à l'engagement des entreprises et vous êtes chargé de piloter le projet France Travail. Marie-Alette Grard, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes la présidente d'ATD Quart Monde. J'accueille également Daniel Chassaing, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, sénateur LR de la Corrèze et vice-président de la commission des affaires sociales. Laetitia Krupa, évidemment, est restée à mes côtés. Indépendant, enfin, c'est pas grave. Indépendant, j'ai dit LR, ben voilà, c'est une erreur, excusez-moi. C'est pas grave. Hein. Je corrige tout de suite. Le RSA, et là j'espère que je vais être plus précis. On va essayer. 608 € pour une personne seule, 912 € pour un couple, 1094 pour une personne seule avec 2 enfants, 1276 pour un couple avec 2 enfants. Je vais commencer par une question très générale, Thibaut Guilhuy. Pourquoi faut-il revoir le système actuel, d'après vous? Le système actuel sur le RSA, on peut presque parler d'une faillite collective. Hein. Quand le RMI a été créé, c'était un filet de sécurité. On ne vit pas dignement avec 608 €. C'est un filet de sécurité pour pouvoir retrouver un travail. D'ailleurs, quand on parle de RSA sous condition, la logique du contrat d'engagement pour essayer de se réinsérer, c'est quelque chose qui existe depuis Michel Rocard. Maintenant, si on regarde, quand ça va mal, le nombre de bénéficiaires du RSA augmente dans le pays. Ça a été le cas sur la période de 2009 à 2016, plus 500 000. C'est le cas encore aujourd'hui? Quand ça va bien, ça ne progresse pas. Il n'y en a pas plus, mais il n'y en a pas moins. C'est-à-dire que les embellis dans le pays ne bénéficient pas aux bénéficiaires du RSA. Et à la fin, et c'est la Cour des comptes qui l'a montré, c'est quand même assez triste comme constat, 7 ans après l'entrée au RSA,
on a 11% seulement des personnes qui ont retrouvé un emploi durable. Ça, on le redira en détail dans un instant. Et donc, dans ce projet du gouvernement, le versement du RSA serait conditionné à 15 à 20 heures d'activité, de programme d'insertion. Évidemment, ça sera du cas par cas. On va y revenir. Marie-Alette Grave, vous avez écrit aux 18 présidents de départements qui sont concernés par l'expérimentation pour dire vos inquiétudes face à cette réforme. Pourquoi êtes-vous inquiète ? Nous sommes inquiets parce que nous sentons que les bénéficiaires du RSA sont particulièrement stigmatisés dans notre pays. Du chef de l'État au ministre, tout le monde y va de ces petites phrases pour dire que les personnes ne voudraient pas reprendre le chemin de l'emploi, que vraiment ils ne font pas les efforts nécessaires pour aller rechercher un emploi. Ouais. C'est un peu le symbole de la France de l'assistanat, quoi, si je caricature. Absolument. Je veux juste insister sur un point. Vous avez dit 607, 608 euros. Ce n'est jamais ce que touche un allocataire du RSA. Il faut quand même le savoir. Il y a toujours un différentiel qui est enlevé puisque c'est une allocation différentielle. Donc il y a toujours l'allocation logement qui est enlevée, donc il reste 524, 534 euros. Il reste ça pour vivre, pour payer l'électricité, les charges, la nourriture, etc. L'assurance. On ne vit pas, comme le dit Thibaut Guilly, on ne vit pas avec un RSA, on survit. Et une dernière chose, si vous me le permettez, c'est qu'actuellement, il y a 35% de personnes qui sont éligibles au RSA, donc qui pourraient avoir le RSA, qui ne le demandent pas. Ça aussi, c'est une grande question que nous devons nous poser. Et on y reviendra évidemment dans ce débat. Une question générale, votre opinion, Daniel Chassaing, est-ce que vous êtes favorable au principe de cette réforme du RSA, c'est-à-dire le conditionnement du versement à un programme d'insertion? Moi, je suis complètement favorable parce que actuellement, il y a 2 millions de foyers qui touchent le RSA, 4 millions de personnes, il y a plus de 60%, ça fait plus de 2 ans qu'ils sont au RSA, et 37%, ça fait plus de 5 ans. Donc, si vous voulez, je rejoins un petit peu le directeur en disant mais ça marche pas suffisamment et donc il faut accompagner davantage les RSA pour qu'ils puissent retrouver de l'emploi. Tout seuls, vous savez, les RSA, ils ont des devoirs, mais ils n'arrivent pas à le faire. Normalement, si vous voulez, ils doivent rechercher un emploi, ils doivent essayer de s'insérer professionnellement, mais tout seuls, ils n'arrivent pas à le faire. Alors, les départements, effectivement, font ce qu'ils peuvent, Pôle emploi aussi, mais il faut remettre du personnel à Pôle emploi pour accompagner davantage les RSA. Et puis, je termine, il faut que les RSA, puissent avoir des entreprises qui sont d'abord ouvertes, qui sont des entreprises citoyennes qui veuillent bien accueillir, et à partir de là, c'est possible en accompagnant progressivement à peut-être reprendre un emploi. Il faut y aller très très doucement. Et comment il ne faut pas rester toujours au RSA. S'intégrer dans la société, c'est d'avoir un emploi pour sa famille et pour soi. Bien sûr. Alors ça, on va y revenir. Et je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut un meilleur accompagnement. On va voir, parce que ça, le constat, il est généralisé. Et puis on va voir évidemment si les solutions diffèrent de l'un à l'autre. Mais vous avez donné certaines infos. On va être très précis grâce à Steve Jourdain, qui va nous détailler tout de suite ce qu'est le RSA avant la réforme. Rebonsoir. Rebonsoir. Le RSA, c'est le successeur du RMI, Thomas. Le revenu minimum d'insertion de se revendique d'ailleurs aujourd'hui Elisabeth Borne. Il s'agit d'un dispositif lancé en 1988 par Michel Rocard. Et à l'époque, l'idée est, comme son nom l'indique, d'insérer les personnes les plus en difficulté dans le monde du travail. Écoutez. L'espoir, c'est aussi permettre à ceux qui sont les plus durement frappés que notre société laisse partir à la dérive, que la marginalité guette, d'avoir droit à une deuxième chance. Le RSA a remplacé le RMI en 2009 sous Nicolas Sarkozy. L'objectif est alors de rendre le retour à l'emploi plus rémunérateur que l'inactivité. La loi sur le revenu de solidarité active entend faire des revenus du travail le principal rempart contre la pauvreté. C'est inscrit dans la loi. Et alors, comment ça fonctionne jusqu'à présent? Alors, le RSA est accessible aux personnes de plus de 25 ans sans ressources ou qui ont de faibles revenus. Il faut avoir plus de 25 ans, habiter en France de façon stable, être français ou citoyen européen
ou avoir un titre de séjour depuis 5 ans minimum. Aujourd'hui, on compte près de 2 millions de bénéficiaires. 17% d'entre eux, soit 340 000 personnes, ne disposent actuellement d'aucun suivi. Et on l'a évoqué, c'est précisément cette absence de suivi qui pose question aujourd'hui. Oui, et pas uniquement du côté du gouvernement. La Cour des comptes a publié un rapport au mois de janvier de l'année dernière. Dans ce rapport, on peut y lire que le RSA, c'est 15 milliards d'euros par an pour les caisses de l'État. Et surtout, nous disent les sages, le dispositif manque sa cible puisqu'il ne permet pas de sortir de la pauvreté. L'objectif de retour à l'emploi n'est pas atteint pour près de 2 tiers des bénéficiaires. 7 ans après une entrée au RSA, seulement 34% l'ont quitté et ont retrouvé un travail. En bref, il y a une défaillance de l'accompagnement. C'est l'analyse que faisait la Cour des comptes il y a un an. Et c'est donc sur ce levier que le gouvernement entend jouer avec ces nouvelles réformes. Merci beaucoup, Steve Jourdain. Je vais redonner ce chiffre que vous aviez donné, vous aussi, et qui est quand même frappant. 7 ans après une entrée au RSA, seulement 34% l'ont quitté et ont retrouvé un travail. Ça veut dire que le volet insertion ne marche pas. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas assez de professionnels pour accompagner les personnes dans la durée et dans la confiance. Donc pas assez de moyens humains. Pas assez de moyens humains. Vous savez, un chiffre très simple. En France, nous avons un professionnel pour 100 personnes au RSA. Oui. En Allemagne, vous en avez un pour 38. Voilà. Mais si c'est après jumelé avec Pôle emploi, du nom, peut-être ce sera plus simple aussi d'accompagner, il y aura du personnel il y a deux choses. D'ailleurs, le reportage que vous aviez sur l'Aisne, c'est un des 18 départements qui est engagé et ça le dit très bien. D'abord, on se rejoint tous complètement et d'ailleurs le rapport qu'on a présenté le montre bien. Le rapport de un conseiller pour 98 personnes, vous ne pouvez pas faire un accompagnement personnalisé. Donc il faut apporter des moyens aux côtés des départements. C'est évidemment leur compétence que d'assurer l'insertion, mais il faut qu'on investisse dans les moyens de l'insertion pour qu'il y ait un retour à l'emploi. Et puis la deuxième chose, c'est la coopération. Parce que accompagner une personne en difficulté, c'est pas seulement lui présenter des offres de travail, c'est aussi des enjeux de formation. Parfois, c'est résoudre des problèmes de garde d'enfants. 32% des bénéficiaires du RSA, c'est des mamans isolées avec enfants. Si vous ne traitez pas la question de la garde d'enfants, vous n'avez aucune chance, les personnes ont aucune chance de pouvoir retrouver un emploi. Et donc, c'est un investissement, mais c'est un investissement extrêmement positif pour la nation parce que ça permet à des personnes de retrouver leur dignité par le travail. 2 millions de personnes, le sénateur l'a dit, c'est beaucoup plus que les 300 000 maximum qu'avait évoqué Michel Rocard au moment de sa création. C'est bon pour les entreprises qui cherchent tout à recruter. Faut-il encore, comme ça a été mentionné par le sénateur, ouvrir les portes? Et donc on va accompagner les entreprises à jouer le jeu de l'inclusion, de l'insertion. Et puis c'est bon pour la dépense publique parce que ces dépenses d'allocation, eh bien c'est mieux d'avoir des personnes qui se mettent à cotiser. 20 millions d'euros consacrés à cette expérimentation, donc 20 millions d'euros pour 18 départements. Daniel Chassaing, est-ce que c'est suffisant justement pour... là, vous êtes en train de nous dire qu'il faudrait réussir à faire de la dentelle, du cas par cas, accompagner les allocataires dans de bonnes conditions. Oui, et derrière cette question, combien va-t-il falloir mettre si on généralise le dispositif? C'est sûr, parce que je reviens un petit peu. Il y a la santé, il y a le logement, c'est un tout, si vous voulez. Donc, il faut renforcer. Bon, le département fait ce qu'il peut au niveau social, c'est son rôle surtout. Mais c'est au niveau de Pôle emploi et France Travail où il faudra davantage d'accompagnement. Et si vous voulez... il y a aussi des possibilités à partir du moment où la personne a découvert l'entreprise, a été formée, a été accompagnée, on peut aussi, alors peut-être que je vais le dire d'un mot, passer dans un projet de loi qu'a fait Claude Malhuret, dont j'étais le rapporteur. Oui, c'était il y a 2 ans, c'est ça? Voilà, oui. et qui donc a été voté au Sénat. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit jusqu'à 9 mois, on conserve le RSA. Jusqu'à 9 mois. Et on le cumule avec le salaire que l'entreprise... Alors attendez, on cumule avec un salaire de 20 heures. Parce que si on montait, on arriverait à dépasser le SMIC. Mais justement, on va à 20 heures pour... La personne va percevoir plus de 1 000 euros par mois et elle va travailler 20 heures et pendant ces 20 heures, elle va pouvoir se former, elle va pouvoir intégrer dans l'entreprise, s'insérer dans l'entreprise et c'est par ce biais qu'on arrive à sortir les personnes. Alors on y reviendra au rôle des entreprises, mais je voudrais quand même qu'on se pose la question du côté réaliste. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a beaucoup d'allocataires qui finalement ne sont pas en situation de revenir vers l'emploi? Vous voyez ce que je veux dire? Pour qui c'est... et a fortiori de suivre
15 à 20 heures de programme d'insertion. Là, dans la réalité des allocataires aujourd'hui. Dans la vraie vie, il faut déjà être suffisamment en bonne santé, comme vous semblez le dire, pour retrouver un emploi, ce qui est tout à fait... Voilà. Il faut, comme le disait Thibaut Guilly, il faut aussi avoir un logement, pouvoir faire garder ses enfants. Donc ça veut dire que les femmes seules avec enfants, par exemple, elles ne rentrent pas dans le dispositif. Monsieur le sénateur, les droits sont liés. Tous les droits sont liés. C'est-à-dire qu'une personne, on ne peut pas simplement la prendre sur le volet de l'emploi et lui dire « Mais enfin, pourquoi vous n'allez pas travailler 20 heures ?» Vous n'allez pas travailler 20 heures si vous vivez dans votre voiture. Ce n'est pas possible. Alors d'ailleurs, vous dites travailler 20 heures. Alors, est-ce que c'est travailler 20 heures ? Est-ce que c'est suivre un programme d'insertion ? Si c'est suivre une formation, je suis d'accord. Mais c'est pas travailler 20 heures et c'est extrêmement explicite. On l'a précisé dans le rapport. En fait, derrière une personne au RSA, il y a plein de réalités différentes. D'ailleurs, il y en a qui travaillent, par exemple, mais dont l'activité et le travail n'a pas suffi à pouvoir sortir de la précarité du RSA. D'où les propositions qui ont été portées par Claude Malhuret et puis Monsieur Chassaing d'avoir un intérêt et un cumul travail RSA qui soit satisfaisant. Mais ça, vous l'avez repris dans la réforme ou pas ? Mais alors, dans ce cumul, il y a un cumul, et c'est justement, on était en train d'en discuter, pour être très honnête, juste dans le... je le dis souvent à nos téléspectateurs, j'aime bien que les discussions de coulisses se passent aussi sur le plateau. Donc voilà, vous êtes dit. Non, mais dans le vestibule, c'est que on travaille effectivement sur la mobilisation des entreprises. Le cumul, il y a déjà un cumul, en fait, entre le travail et le RSA, en fait, jusqu'à 800 €, si vous travaillez, vous cumulez. Et ensuite, vous continuez de cumuler jusqu'à 1 200 €, mais le RSA diminue et ensuite ça bascule sur la prime d'activité. Simplement, mais je ne peux pas me prononcer là maintenant parce que c'est un peu court pour l'instruction, mais c'est vrai que le sénateur me faisait remarquer que leur proposition vient compléter un petit peu parce que de temps en temps, nous, ça s'arrête au bout de 3 mois et ça serait intéressant d'étudier comment ça pourrait aller un petit peu plus loin. Voilà. Mais ce que je veux vous dire, c'est que sur les 15 ou 20 heures, en fonction des personnes, et c'est tout ce qui est en train de se passer, par exemple dans l'Aisne, mais dans les Vosges, dans l'Aveyron, dans le Nord. Un diagnostic à 360 degrés. Quelles sont les appétences ? Quel est le métier que vous avez envie d'exercer ? Est-ce que vous avez besoin de formation ? Un problème de mobilité, d'illettrisme, d'illettronisme ? Tous ces sujets-là, on les aborde. Et ensuite, on va composer le parcours de formation, d'immersion, de résolution de problèmes sociaux. C'est ça les 15 ou 20 ans. Allez, Marie-Hélène. Non, mais ça, c'est dans la vie où il y a assez de personnes pour accompagner les personnes qui sont au RSA. Parce que, excusez-moi, mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Enfin, pour accompagner... Je trouve beaucoup plus fataliste que Joseph Wrezinski. Non, je ne suis pas du tout fataliste, monsieur, et je vous remercie de me comparer à Joseph Wrezinski, qui est notre fondateur, mais ce n'est pas le souci. Le souci, c'est que les personnes au RSA, actuellement, dans les 18 départements, sont invitées, convoquées par Pôle emploi, voire par une entreprise privée qui est embauchée par Pôle emploi parce que Pôle emploi n'a pas assez de personnes pour s'occuper de ces allocataires du RSA et que ces personnes d'une entreprise privée ne sont pas formées pour aller rencontrer des allocataires du RSA. C'est pas si simple. Je veux dire, rencontrer des allocataires du RSA, c'est rencontrer des personnes qui sont au chômage depuis trop longtemps, qui ont vraiment un quotidien très difficile. Il faut avoir une formation pour cela. Il faut pouvoir les comprendre, il faut pouvoir avancer ensemble sur tous les droits, logement, santé, éducation. Alors c'est aussi ce que dit le sénateur LR de l'Oise, Jérôme Bacher. Je vous propose de l'écouter. C'était quand il était l'invité de la matinale de Public Sénat. Je vois que le président de la République a une vision très optimiste des personnes qui sont aujourd'hui au RSA. Il ne les côtoie pas, donc il ne les connaît pas. Vous avez une partie des personnes qui sont au RSA dont l'employabilité, comme on dit dans un terme affreux, est nulle. Ils ont besoin du RSA pour vivre et leurs conditions personnelles ne leur permettent pas, physique, mentale, leur désocialisation est telle qu'il y a un côté utopique aujourd'hui à dire que tous les allocataires du RSA pourront faire ces travaux. Daniel Chassaing, votre avis ? On dit bien, je suis d'accord avec madame, c'est pas tous les allocataires. Je pense qu'il
il faut quand même dire, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a quand même, disons, un échec, puisque on est toujours à 2 millions de foyers, ça représente 6% de la population, quand même. Eh bien, oui, c'est vrai, et il y a sûrement, alors, tout ce qu'on a dit, la santé, la mobilité, le logement, mais il y a en plus une anxiété, si vous voulez, pour les gens qui sont au RSA, c'est qu'ils ont peur de reprendre 3 mois, et après, ils vont se retrouver sans RSA, et parce que dans le RSA, il y a des aides connexes, si vous voulez. Vous avez donc la carte vitale, enfin la carte vitale, le logement, la complémentaire gratuite. Bon, donc tout ça, si vous voulez, il faut que ce soit pris en compte. On risque de le perdre si on reprend un emploi. Moi, je suis d'accord avec madame, il faut qu'il y ait davantage de personnes. Si on veut aller pour sortir une partie des RSA... donc je repose la question tout à l'heure, il faut absolument 20 millions, ça augmenter. suffit ? Alors, actuellement, il y a 40% de RSA qui sont inscrits à Pôle emploi. Vous direz que c'est quand même pas normal. Il faut qu'il y ait davantage d'accompagnement avec Pôle emploi et le département pour que ces personnes soient inscrites. Et petit à petit, il ne s'agit pas de, vous avez dit, des sanctions, il ne s'agit pas de dire de sanctions, mais il s'agit quand même d'essayer d'avoir un accompagnement, mais aussi des engagements réciproques. Alors ça, on y reviendra, aux engagements. Ça sera l'objet d'un chapitre un peu plus loin dans ce débat. Mais les 20 millions, c'est juste sur 18 départements. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais donc combien ça va coûter si on le généralise ? En fait, il faut monter en puissance et apprendre des territoires. Parce que comme ça a été dit, moi je le partage, l'accompagnement intensif à 15-20 heures, ça dépend des situations. Par exemple, je vais vous laisser conclure. Je voudrais juste que vous me disiez, est-ce que, pardon, je prends la main une seconde, est-ce que le million donné à chaque département pour tester, est-ce que ça permet un accompagnement digne de ce que vous espérez, vous ? Moi, je ne sais pas vous le dire. Franchement, c'est trop tôt pour le dire. Je ne gère pas un département. Je ne sais pas vous dire si 1 million suffit. Ce qu'il faut, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est combien de personnes vont être là pour accompagner les allocataires du RSA. Soyons concrets. Combien de personnes on va mettre en plus et que l'on aura formé. Votre réponse là-dessus, Thibault. Non, concrètement, en tout cas, moi, là, ce que je partage complètement, c'est que l'accompagnement personnalisé, ça veut dire qu'on n'a pas trop de personnes à suivre. Ce qu'on a mis en place dans les contrats d'engagement jeunes, c'est un professionnel pour 30 personnes. Et un professionnel pour 30 personnes. Ça suffisait pas. Là, on peut... écoutez, là... Pour les jeunes les plus en difficulté, ça ne suffit pas. Non, mais attendez. Alors, c'est 1 pour 30 personnes en moyenne, globalement, pour les jeunes. On met en place, en plus, dans le contrat d'engagement jeune, on a des jeunes qui sont particulièrement en rupture. Des jeunes qui sont à la rue, des jeunes qui sortent... Et là, dans ces cas-là, on travaille avec les associations pour avoir des accompagnements encore plus individualisés. Et sur les bénéficiaires du RSA, aujourd'hui, parfois, c'est 1 pour 500. Nous, ce qu'on dit, c'est 1 pour quelques dizaines. C'est au département, on va pas décider à la place des départements. Et nous, on pense que c'est 1 pour quelques dizaines. Donc oui, c'est vrai, c'est des moyens importants. Mais si ces moyens se transforment en retour à l'emploi au bout de 6 ou 12 mois, plutôt que de laisser les gens dans l'exclusion pendant des années, c'est efficace et c'est rentable pour tout le monde. Qui va payer, l'État ou le département, les deux ? Mais aujourd'hui, c'est la compétence, c'est les départements. Il est normal, et moi je rejoins complètement ce que dit le sénateur, que l'État, lui, vient apporter aussi des moyens complémentaires. Il y a Pôle emploi aussi qui peut apporter une force de frappe en termes de conseiller emploi, et c'est exactement ce qui se passe sur le terrain. Et quand un conseiller de Pôle emploi et un travailleur social, et pas une entreprise privée comme vous le dites, non, c'est pas vraiment sur ça. Il n'y a pas un seul département dans lequel on est en train de mettre en place l'accompagnement rénové, sur lequel on délègue ça et on sous-traite ça à une entreprise privée. C'est fait avec des travailleurs sociaux des départements et des conseillers de Pôle emploi. Et puis sinon, on peut s'appuyer aussi sur le savoir-faire des plis, des missions locales, de ceux qui sur le territoire font de l'accompagnement socio-professionnel. Je prends la main, on va se concentrer encore un peu plus sur ce qui est la principale critique. Et d'ailleurs, peut-être est-elle un peu caricaturale. On va pouvoir l'évaluer ensemble sur donc ces 15-20 heures de programme d'insertion. Le gouvernement s'explique comme le ministre du Travail. Tiens, réécoutons-le. Il était le 2 mai à l'Assemblée. Quels sont ces 15 à 20 heures d'activité ? Ça n'est ni du travail gratuit, ni du bénévolat obligatoire. Quand il y a travail, il y a contrat de travail, il y a rémunération. Ce sont des activités d'accompagnement, d'insertion, sont des activités de remobilisation. Ça peut être des choses très classiques, de la formation, des ateliers de réponse à des offres d'emploi, de rédaction de CV. Nous connaissons tout cela. Ça peut être aussi des activités et un parcours personnalisé pour lever des freins. Des freins à la mobilité, des freins au logement, des freins liés à la garde d'enfants. Ça peut même être
et heureusement dans un nombre de cas moins important, des activités qui permettent de résoudre des problèmes de santé, puisque la santé peut évidemment être un frein à l'emploi lorsqu'il n'y a pas de prise en charge ou des difficultés de prise en charge. Et alors les critiques, elles se concentrent sur l'idée d'un processus ou d'un programme d'insertion obligatoire, Laetitia. Et là, ça devient intéressant. Et pourtant, le ministre l'a dit là, et puis il l'a redit après à l'occasion d'interviews. Non, ces 15 à 20 heures d'activité obligatoires ne seront pas inscrites dans le projet de loi. Il a ajouté que cet objectif sera adapté. Ce mot-là est important, adapté à chaque allocataire du RSA, sans ajouter plus de détails. Alors justement, on va aller les chercher, ces détails, parce qu'ils sont intéressants. Oui, parce qu'avant de répondre oui ou non, est-ce qu'il faut des contraintes d'activité, il faut peut-être se demander, Thomas, à quoi sert le RSA pour cette personne précisément ou pour cette autre personne. Parce que selon les profils, la réponse varie, vous imaginez bien. Pour simplifier, on en a parlé là beaucoup ici. Déjà, on pourrait par exemple estimer que pour les jeunes qui restent peu de temps par rapport aux autres, au RSA en moyenne, et qui peuvent être insérés ou réinsérés dans le marché du travail, ces heures d'activité obligatoires pourraient être utiles, donc elles sont légitimes. Est-ce qu'elles sont moins ou pas légitimes pour d'autres catégories ? Mais oui, puisque c'est le pendant effectivement de légitime-illégitime. Par exemple, les seniors qui auraient passé les 50 ans, qui seraient vraiment partis depuis très longtemps du marché du travail, où toutes les possibilités auraient été activées, ces contraintes ne serviraient à rien. Donc là, elles seraient illégitimes. On ne va pas juste uniquement les occuper. Ce serait de la garderie. Ou alors, il faut avoir le courage de se dire, très bien, le RSA est un dispositif d'assistance publique et on l'assume comme tel. Idem pour les malades qui sont sortis du marché de l'emploi après de longues maladies pour lesquelles le RSA sert souvent de béquille à l'assurance maladie. Les contraintes seraient vécues comme des handicaps et donc ne seraient pas utiles et donc ne seraient pas légitimes. Alors il va falloir regarder comment, c'est ce que le ministre du Travail, Olivier Dussopt, évoquait, ils vont adapter le dispositif à chaque bénéficiaire. Oui, c'est bien tout l'enjeu. Il a déjà dit par exemple pour les familles monoparentales, pour les mamans solo, qu'il y aurait des aides pour la garde des enfants et qu'elles ne seraient pas obligées, ils ne seraient pas obligés d'y aller si les enfants ne peuvent pas être gardés. Mais vous avez raison, c'est bien sûr tout l'enjeu. Tout l'enjeu, c'est de savoir comme ça adapter ce dispositif à chacun. Et on va voir l'aspect positif quand même de cet immense chantier. Ce sera aussi l'occasion, Thomas, d'affronter et de régler les problèmes un par un. Celui de l'assurance maladie défaillante, de l'employabilité des seniors ou encore le manque d'accompagnement social pour les familles monoparentales. Alors, merci beaucoup Laetitia. Thibaut Guibi, soyons précis. Est-ce que le dispositif, les 15-20 heures de programme d'insertion, est obligatoire pour tous les allocataires du RSA? L'ambition, c'est qu'il n'y ait plus personne au bord de la route. Et donc, ce qu'on met en place sur le terrain, c'est que 100% des bénéficiaires du RSA soient identifiés et accompagnés. Figurez-vous qu'il y en a 18%, ils sont même nulle part, zéro accompagnement, zéro contact. Donc, le premier objectif, c'est d'aller tous les rencontrer, faire le point avec eux. Ensuite, faire le point avec eux, il y a des cas d'accès au droit, tout simplement. Par exemple, à La Réunion, il y en a près de 3%, je crois, qui sont identifiés où ils pourraient accéder en fait à leur droit à la retraite ou au minimum vieillesse. Il y a des situations aussi de problèmes de santé où on pourrait les accompagner pour accéder à des droits comme l'allocation adulte handicapé qui est beaucoup plus protectrice et sécurisante pour cela. Donc on a une question d'accès aux droits et ça renvoie tout à fait aux propos que mieux les identifier pour les aider à accéder à leurs droits. Exactement. Mais je repose la question du dispositif d'insertion. Est-ce qu'il est obligatoire pour tout le monde? Mais le principe du contrat d'engagement, l'inscription de tous à Pôle emploi, oui. Parce que sinon, en fait, qu'est-ce qui fait que les gens se retrouvent dans des périodes d'exclusion comme celle-là? C'est que pas à un seul moment dans leur parcours pendant les 7 années, on leur a parlé d'emploi. 74% des contrats d'engagement aujourd'hui, il n'y a rien sur l'emploi, le retour au travail. Il n'y a aucune chance sans accompagnement que ça puisse fonctionner. Donc oui, le contrat d'engagement, c'est pour tout le monde. Par contre, ce contrat d'engagement, il doit être adapté, personnalisé en fonction de la situation de la personne. Donc ça veut dire qu'il y aura des dérogations. Par exemple, une femme seule avec enfant, est-ce qu'elle sera obligée de suivre un programme d'insertion de 15-20 heures? Mais en fait,
les gens... Le ministre a dit non. Hein. Mais oui, mais les gens sur le terrain, le contrat d'engagement, il est signé, il est déjà dans la loi depuis 1988, on ne va pas déroger à ça. Ouais. Simplement, tant qu'on n'a pas résolu le problème de garde d'enfants de la personne. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'étais avec une maman, 3 enfants, elle est chef de sécurité, elle adore son métier, elle a travaillé pendant 24 ans, elle a toutes les formations. Simplement, son 3e enfant, il vient de sortir de l'IME. La société n'a pas été en capacité de prendre en charge son gamin. Elle est 7 jours sur 7, 24 heures. C'est quoi l'IME déjà, pardon ? C'est un institut médico-éducatif à prise en charge des jeunes, des jeunes en situation de handicap. Cette dame, elle n'a pas de problème d'employabilité, elle appelle presque au secours pour qu'on puisse lui apporter une solution de garde d'enfants. Évidemment que vous n'allez pas lui dire, en plus de s'occuper 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 de ses enfants, d'aller la mettre en stage ou en immersion ou que sais-je. D'accord. Votre avis là-dessus, Marie-Alette Grach, parce que est-ce qu'il y a finalement, selon votre connaissance, vous nous ramenez aussi dans le réel, des allocataires, des bénéficiaires aujourd'hui du RSA, beaucoup d'entre eux qui ne seront pas en situation, en capacité de suivre ces programmes d'insertion, d'après vous, au-delà de l'obligation des sanctions éventuellement associées à ce programme. Simplement le fait de pouvoir y participer. C'est-à-dire que moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'aimerais entendre de la part des allocataires du RSA le fait qu'ils rencontrent des professionnels qui leur posent toutes ces questions dont nous parlons là. Or, ce n'est pas le cas. Oui. Ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que, et donc, vous dites, en fait, heureusement que la loi est mise en place, puisque l'objectif, c'est qu'il soit contacté. Écoutez, c'est l'objectif, j'espère. Oui. Je voudrais voir qu'il y a vraiment beaucoup d'embauches de professionnels pour pouvoir aller rencontrer ces allocataires du RSA et avancer avec eux. Parce que pour l'instant, ce que nous voyons, ce sont plutôt des sanctions pour ceux qui n'ont pas répondu immédiatement, qui ne sont pas venus à la première convocation. Et ça nous inquiète. Parce qu'il faut quand même, tenons compte, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis, 35% de personnes éligibles au RSA ne le demandent pas. Et ces personnes-là, il faut aussi... demandent pas parce qu'écoutez, remplissez un dossier de demande de RSA. Vous allez comprendre pourquoi ils ne le demandent pas. 10 pages A4, extrêmement intrusives sur votre vie privée, avec des termes invraisemblables, mais vraiment des termes invraisemblables auxquels nous-mêmes, nous ne saurions pas répondre. Donc franchement, pourquoi ils ne le demandent pas ? C'est volontairement compliqué pour qu'une partie de la population ne soit pas en situation de faire la demande, c'est ça ? Toutes les démarches administratives sont compliquées, madame. Oui. Mais franchement, un de vos confrères, Monsieur Langlais, sur RTL, l'autre jour, a fait une chronique de 3 minutes pour dire ce qu'était remplir un dossier de RSA. Eh bien, écoutez-le. Parce que ça vaut le coup. Si François Langlais nous dit qu'il n'y arrive pas, effectivement, ça doit être trop compliqué. Vous parliez des sanctions. On va évoquer cette question tout de suite. Et je vous propose d'abord d'entendre ce que nous dit la Première ministre sur cette question des sanctions liées aux engagements des allocataires du RSA dans la réforme telle qu'elle est testée dans 18 départements. C'était à l'occasion d'un déplacement sur l'île de la Réunion. On écoute Elisabeth Borne. En effet, je vous confirme que dans le projet de loi, il y aura la possibilité de suspendre sur une durée courte peut-être pour démarrer, mais en tout cas il y aura un dispositif aussi de sanctions dès lors qu'on a accompli de notre côté notre part de responsabilité, c'est-à-dire qu'on a mis la personne bénéficiaire du RSA en situation de suivre le parcours qu'on lui a proposé. Daniel Chassaing, pourquoi faut-il des sanctions d'après vous ? Moi, je pense qu'il ne faut pas de sanctions, mais il faut quand même qu'il y ait dans l'accompagnement, si vous voulez, qu'il y ait un contrat réciproque entre Pôle emploi et puis la personne pour dire, écoutez, on va vous proposer une formation, on va vous proposer de découvrir l'entreprise. Je pense que si la personne refuse... Ça paraît pas normal, si vous voulez. Mais donc, il faut des sanctions. Si un contrat d'engagement, pardon de vous interrompre, mais si un contrat d'engagement, c'est normal qu'il y ait des sanctions. Moi, je trouve qu'on est complètement toujours pessimiste. Parce que là, on voit qu'il n'y a que 40% de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi. Il y a 2 millions de foyers, ça reste stable. Donc, je pense qu'il faut essayer. Est-ce que, comme me dit madame, il y aura 100% de succès ? Sûrement pas. Mais je pense qu'il faut essayer. Pour essayer, il faut... le département qui fait des efforts, si vous voulez, sur le plan social. Et le pendant, c'est Pôle emploi qui travaille aussi actuellement. Mais avec France Travail, vous aurez
d'après ce que je comprends, davantage de personnel pour accompagner vers l'entreprise. Il ne s'agit pas de rentrer dans des sanctions. Il s'agit de petit à petit amener les personnes qui sont loin du travail vers le travail. Il y a des gens là qui ont 10 ans, il y en a 37% qui ont plus de 5 ans. Donc peut-être que là-dedans, il y aura très peu de succès, mais pourquoi pas essayer? Plus de 5 ans de présence de RSA. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, puisque donc la nouvelle structure France Travail, ça va devenir une sorte de guichet unique, c'est ça? Mais est-ce que ça veut dire que dans le cadre des allocataires des bénéficiaires du RSA, les fichiers de Pôle emploi ne sont pas mis en commun avec ceux des caisses d'allocation familiales? Ça ne se parle pas mais ni entre les allocations familiales et Pôle emploi, mais pas non plus avec les missions locales, les associations, etc. Et c'est d'ailleurs une des propositions qui est faite dans le rapport et qui se traduit dans la loi, c'est que si on ne met pas en commun nos données, en fait, on complique la vie des gens, parce qu'on leur redemande... moi, je partage complètement ce que vient de dire Marie-Alette Grard sur les modalités d'entrée dans le RSA et puis la complexité administrative qu'il y a, mais le parcours n'est pas fini une fois qu'on s'est inscrit au RSA. Et on va nous redemander un nombre d'informations en permanence dès qu'on veut accéder au logement, à d'autres droits là-dessus. Donc le guichet unique simplifiera, c'est ce que vous nous dites? Le partage des données. Le partage des données pour faire en sorte de simplifier la vie des gens et puis aussi de limiter et de simplifier quand même grandement toute la charge de reporting qu'on inflige aussi aux acteurs, aux professionnels de terrain, alors que les données, elles sont dans certains endroits. Donc ça c'est une organisation en tout cas qu'on propose et qu'on met aussi au cœur du projet de loi pour que les gens puissent coopérer sur le terrain. Il faut qu'on crée les conditions de la coopération. Maintenant, sur le contrat d'engagement, moi, j'ai été éducateur, j'ai travaillé dans l'insertion et je crois que personne n'est inemployable. Après, évidemment, il y a des personnes qui se sont retrouvées en situation extrêmement difficile. Il ne faut absolument pas d'approche dogmatique. Mais on travaille avec Emmaüs Défi. Moi, j'ai travaillé sur l'insertion des personnes qui avaient passé parfois 10 ans, 15 ans à la rue. Et ben, on commence 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais la dignité par le travail, ça, c'est quelque chose qui est partagé par tout le monde. J'entends ça, mais je reviens à la question des sanctions. Est-ce que pour que ça fonctionne, il faut forcément qu'il y ait des sanctions? Mais les sanctions, en fait, dans une logique de contrat d'engagement réciproque, pour pouvoir avancer, moi, j'ai jamais vu quelqu'un avancer dans sa vie sans que lui fasse un pas. Nous, il faut qu'on fasse un pas, la personne doit faire un pas. Donc d'abord que la société soit à la hauteur de ses engagements, parce que le droit à l'accompagnement, c'est dans les textes de loi, mais c'est pas une réalité concrète. Donc d'abord, la philosophie de cet accompagnement rénové, c'est enfin d'être à la hauteur du défi et d'accompagner les personnes à pouvoir s'en sortir. Maintenant, évidemment, il y a un contrat, il faut le tenir, et les sanctions, il n'y a pas besoin de les inventer. Bon, okay. La radiation, la suppression, c'est possible déjà. Oui, ça existe déjà. Marie-Alette Grard, votre avis là-dessus? On le voit avec l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée, qui permet à des personnes qui sont au chômage depuis trop longtemps de retrouver le chemin de l'emploi à temps choisi, en CDI, au SMIC. Donc c'est vraiment... et on voit bien que ces personnes, effectivement, il leur faut du temps pour reprendre le chemin de l'emploi. Il faut du temps, il faut du monde dans l'entreprise, dans ces entreprises à but d'emploi avec Territoire zéro chômeur de longue durée. Dans ces entreprises, elles ont une gouvernance particulière qui est plus attentive à chacune et chacun parce que on ne reprend pas le chemin de l'emploi après 4 ans, 5 ans, 7 ans de chômage, comme ça, du jour au lendemain. Même si Pôle emploi vient vous proposer une magnifique formation, ce n'est pas si simple. Oui, mais là, quand vous disiez tout à l'heure qu'il fallait des moyens humains, on imagine il faut quelqu'un des moyens qui humains accompagne. colossaux. C'est-à-dire que si on en est là pour plusieurs millions de personnes... Eh bien, parce qu'on en est là pour trop de personnes dans notre pays. Bon. Et si on ne veut pas les laisser sur le bord de la route, oui, il faut des moyens humains. On l'a déjà évoqué. Je voudrais... Allez-y. Non, mais il y a l'entreprise, mais il y a aussi des entreprises adaptées où on peut intégrer des gens à mi-temps et qui sont aidés, si vous voulez. Alors, quand les gens sont malades, il peut y avoir la hache, mais je voudrais revenir sur les gens qui vont pouvoir être vers l'emploi, essayer de voir si ce projet de loi, cette PPL, parce que tout à l'heure, ce que vous avez dit, il y a un cumul du salaire et du RSA 3 mois. Donc là, si vous voulez, c'est 9 mois. Oui, donc ça, c'est la proposition dont vous parliez tout à l'heure. Bien sûr qu'il faut une aide de l'État. Bien sûr. Au département, bien sûr. Oui, évidemment. Et on va terminer sur cette question du retour à l'emploi et des entreprises. Parce que Marie-Alette Grard, dans le courrier que vous avez envoyé à ces 18 départements, vous écrivez « Les plus pauvres ne doivent pas être les variables d'ajustement du marché du travail ».
J'entends cet argument, mais la priorité, c'est quand même que chacun des allocataires du RSA puisse retrouver un emploi. On est bien d'accord, mais chacune et chacun d'entre nous souhaite choisir son emploi, ne souhaite pas se voir imposer un emploi qu'il ne peut absolument pas prendre. Enfin, franchement, ça, c'est vraiment important. Il faut que ce soit discuté. On ne va pas forcer les personnes à aller dans un emploi qu'elles ne peuvent absolument pas tenir. Parce qu'on pense toujours pour les plus pauvres. On croit qu'on doit penser les choses pour les personnes les plus pauvres. Or, elles ont elles-mêmes des capacités, des possibilités qu'elles doivent pouvoir discuter. Des envies, des rêves, etc. Et qu'elles doivent pouvoir discuter avec les personnes qui les accompagnent. Mais vous nous dites que... tout le monde est d'accord là-dessus. C'est très important, mais vous nous dites que ça n'est pas fait. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Comment ça se passe? C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, parce que on propose des formations. Si vous n'acceptez pas ces formations, après, il y a la sanction qui va venir. Nous avons entendu Madame Borne. Moi, j'ai très bien... C'est comme ça sur le terrain, monsieur le sénateur. Je suis désolée, mais c'est comme ça sur le terrain. Si vous n'acceptez pas 1, 2, 3 propositions, eh bien là, c'est terminé. La sanction, c'est plus de RSA. Vous savez, les allocataires du RSA, il faut quand même pas tous en même temps. On va laisser terminer Madame. Il faut bien le savoir. Les allocataires du RSA se voient trop souvent radiés du RSA pour un oui ou pour un non. Je vous assure, ça arrive beaucoup trop souvent. Et ça, vraiment... Votre réponse. Deux choses, quand même. Les chiffres en matière obligation de la recherche d'emploi. On peut être d'accord, pas d'accord, mais aujourd'hui, ce principe-là, 318 radiations l'année dernière. 318 sur 600 000 radiations. Donc en fait, l'obligation de la recherche d'emploi, ça ne fonctionne pas. Et pour une simple et bonne raison, c'est que de la même manière, et on partage évidemment avec vous le fait que on accompagne les gens à trouver un emploi qui leur correspond le mieux. Sinon, ça ne fonctionne pas. Mais ça ne fonctionne pas pour elles, mais ça fonctionne pas non plus pour l'employeur. Moi, j'ai jamais vu un chef d'entreprise... J'ai jamais vu un chef d'entreprise avoir envie de recruter quelqu'un qui n'avait pas envie de faire ce travail. En revanche, là où on a un défi collectif, c'est d'accompagner les entreprises à s'ouvrir à tous les talents. Parce que l'inclusion, s'ouvrir à la diversité des talents, ça c'est vrai que c'est un sujet. Et donc il faut outiller. Par exemple, on a développé l'immersion. L'immersion, ça permet de tester pour l'un et pour l'autre, organiser la rencontre. Je pense qu'on peut développer l'économie sociale et solidaire aussi. C'est effectivement un modèle qui grandit effectivement le modèle de l'économie sociale et solidaire. Merci à tous. Désolé, c'est la fin de ce débat. Écoutez, c'est toujours bon signe quand on a encore beaucoup de choses à dire. Il était passionnant en tout cas. Merci d'y avoir participé. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Sens Public. Je vous dis à demain. Vous pouvez évidemment retrouver ce programme, tous les programmes de la chaîne sur notre plateforme publicsénat.fr. Et puis notez, vous voyez son visage apparaître sur nos écrans. Le prochain rendez-vous politique, c'est dans la matinale. Oriane Mancini qui reçoit Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. En allant vite, je fais des erreurs. Bonne soirée.